Je me présente, Aurélien Bénard, donc je suis chef de projet Data Science. Je vais vous parler ce soir pendant une trentaine de minutes de Deep Learning appliqué aux images. Pour ceux qui connaissent un peu, vous aurez reconnu le jeu de données CIFAR. Bon, peut-être avant de commencer, je voudrais savoir qui a déjà fait du Deep Learning. Bon, ça fait peu de personnes. Qui n'a jamais entendu parler de Deep Learning? Bon, vous êtes un peu familiarisé. Après, qui est data scientist? D'accord. Bon. Alors, bon, ça tombe bien, c'est quand même une présentation qui vulgarise vraiment les notions. Le but de la présentation, c'est de vous présenter un modèle de réseau de neurones convolutif compressé, c'est le SqueezeNet. Et en fait, il y a un certain nombre de slides qui sont des slides liminaires sur le fonctionnement des réseaux de neurones, qui permettent de comprendre les fonctionnements, les différents paramètres à tuner. Et puis ensuite, on arrive plus en détail dans le modèle justement SqueezeNet, mais il y a quand même une bonne partie avec une présentation de toutes les notions fondamentales. Donc, ma minute promo. Bon, dans cette slide-là, il y a quand même des éléments qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, juste pour dire un mot sur moi, donc, je suis ingénieur de formation, j'ai 8 ans d'expérience dans des secteurs d'activité assez différents. J'ai commencé comme ingénieur spécialisé en statistique industrielle. Puis depuis 5 ans, je suis chef de projet Data Science. Actuellement chez Lincoln, c'est une société spécialisée dans le digital, marketing, data science et puis toutes les étapes de data ingénierie traditionnelles. Alors pour les éléments qui pourraient vous intéresser et aussi ce pourquoi je suis là ce soir, donc je suis déjà inscrit sur la plateforme Comet, mais Lincoln songe depuis déjà quelques mois à intégrer dans ses équipes des freelances pour des missions très spécifiques et très ponctuelles. Donc ça pourrait vous intéresser. Et justement, sur des missions, je vais donner des exemples de missions que moi j'ai encadrées. C'est des missions, par exemple, de segmentation marketing. Ça peut être des missions de prédiction pour des laboratoires pharmaceutiques, des missions vraiment orientées clinical mining, et puis sur un ensemble de technos, ça va de Hadoop à Spark, en passant par R, Python, SAS. Donc voilà. Bon, on entre plus dans le sujet alors. Bon, pour les slides qui vont suivre, donc cette slide-là qui présente qu'est-ce que le deep learning. Ensuite, vous avez la présentation d'une architecture de réseau de neurones classique. Et puis ensuite, on embraye sur le modèle SqueezeNet. Donc, rapidement, pour poser juste les définitions génériques. Donc, le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning. Le machine learning étant lui-même un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories ou de concepts qui permettent la mise en œuvre en vue de réaliser des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine ou l'intelligence tout court. Le machine learning, c'est un ensemble de techniques d'intelligence artificielle. Il y a par exemple un pionnier de l'intelligence artificielle qui définit ça de manière assez simple, c'est Samuel qui dit que c'est des sciences pour programmer les ordinateurs et qu'ils soient capables d'apprendre automatiquement à partir de données. Donc c'est assez simple comme définition. Et le deep learning, donc comme le terme l'indique, c'est un apprentissage profond où en fait vous avez des modèles de machine learning très spécifiques qui utilisent l'apprentissage par couches successives. Donc on entend parler par exemple de réseaux de neurones convolutifs, il y a réseau de neurones profonds, il y a DNN, CNN, donc voilà, c'est des termes assez synonymes. La présentation de ce soir,
elle est axée sur le deep learning pour la reconnaissance d'images, sachant qu'il y a 3 grands courants. Il y a la reconnaissance d'images, il y a la reconnaissance vocale et il y a le traitement automatique du langage naturel. Donc pour donner des exemples, par exemple, le deep learning s'est fait vraiment connaître grâce à des algorithmes qui ont permis, par exemple, de gagner contre un champion du jeu de Go. Ça a été DeepMind qui a développé un algorithme comme ça. Le deep learning aussi s'est fait connaître pour des recommandations de vidéos sur YouTube. Après, sur de la classification d'images par Google. Enfin, c'est des types de projets très différents et à chaque fois des projets assez complexes. Bon, vous aurez ensuite, après la presse, à potasser plus sur des thèses. Bon, c'est toujours comme ça, un peu rébarbatif et puis un peu incompréhensible, mais bon, il faudra vous y faire. Alors, au niveau de... Voilà, on arrive vraiment dans le cœur du projet. Juste pour rappeler le contexte de la mise en place du SqueezeNet. Donc, chez Lincoln, il y a tous les ans 2 concours de data science, où on a l'ensemble des data scientists qui potassent sur une problématique donnée. Cette année, c'était le deep learning. Donc, dans ce cadre-là, on a utilisé une base de données publique, la base de données Kaggle CIFAR10, qui est présentée ici, où vous avez en fait, c'est CIFAR10 parce qu'il y a 10 classes d'objets. Et en fait, c'est une base de données qui comprend 60 000 images, avec 6 000 images par type d'objet. Vous avez par exemple 6 000 images de chiens, 6 000 images de chats. Et en fait, le but de ce challenge-là, c'était de faire de la reconnaissance d'images et d'arriver à classer avec un meilleur taux de précision l'ensemble des images du jeu de données. Alors, juste pour vous présenter un peu le cœur du métier de data scientist, toutes les parties de modélisation sont constituées comme ça. On a en fait une base de données, ici nos 70 000 images, et cette base de données est scindée en deux bases, une base d'apprentissage et une base test. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est que vous avez une image, qui est une image de la base d'entraînement. Cette image-là, elle est associée à une étiquette qui dit par exemple que la voiture, c'est une voiture. Vous faites tourner votre modèle, en l'occurrence c'est notre réseau de neurones, et ensuite en sortie, vous regardez quelle est la prédiction. Une fois que vous avez prédit, vous calculez en fait, vous calculez un certain nombre de choses pour permettre en fait que l'algorithme est bien appris et qu'il est bien appris à reconnaître qu'une voiture était effectivement une voiture. Donc voilà la grande problématique, c'est ça, c'est qu'on a une base de données d'apprentissage avec toutes nos images qui sont étiquetées. Et à partir de là, l'algorithme va apprendre à reconnaître toutes les images de la base d'apprentissage. Et une fois que l'algorithme est bien réglé, on utilise la base de données test pour tester et voir si on a des bonnes performances sur l'algorithme tel qu'il est réglé. Voilà l'idée. Et en fait, ensuite, bon, y a d'autres notions. Il y a le compromis biais-variance qui est important pour les data scientists. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on ait un modèle qui soit ni trop complexe ni trop simple et qui en fait qui permette une prédiction sans surapprendre ou sous-apprendre. Pour donner une analogie, par exemple, si vous passez un examen de mathématiques, vous avez plusieurs possibilités. Ou bien vous faites tous les exercices de mathématiques pour tomber le jour de l'examen sur un exercice que vous avez déjà fait. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de savoir faire des mathématiques pour réussir l'examen, puisque vous aurez l'exercice que vous avez déjà fait. Ça, c'est un cas de surapprentissage, c'est-à-dire qu'on aurait réglé l'algorithme, et en fait, la règle est trop complexe, ça veut dire qu'elle a trouvé vraiment les caractéristiques
les caractéristiques de notre base d'apprentissage, mais elle est incapable d'extrapoler à des nouvelles données. Et dans le cas de l'élève de mathématiques, ou bien vous êtes un élève un peu feignant et vous faites un seul exo, qui est un exo qui va faire qu'un seul type d'exercice, qui va représenter qu'une seule possibilité de raisonnement. Et le jour de l'examen, vous n'avez pas cet exotype, et bien là, vous avez sous-appris. Ça veut dire que vous n'avez pas fait assez d'exos pour vraiment apprendre à faire des mathématiques. Donc le compromis judicieux, c'est de faire suffisamment d'exos et de types différents pour ensuite, le jour de l'examen, avoir un exo qu'on n'a jamais fait, mais quand même avoir une bonne note. Donc voilà l'idée majeure en data science, c'est de créer des modèles qui sont pertinents par rapport aux phénomènes à modéliser. Donc ça, vous en aurez besoin pour ensuite, parce que les notions sont plus complexes. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser au fur et à mesure. Donc voilà, on entre dans le fonctionnement d'un réseau de neurones. Alors, bon, c'est assez... il va y avoir beaucoup de notions sur cette slide-là. L'idée d'un réseau de neurones, déjà, c'est, comme le nom l'indique, un réseau de neurones artificiel, c'est calqué sur les réseaux de neurones biologiques. C'est-à-dire qu'on a une unité élémentaire qui est un neurone, et puis ensuite on a une architecture qui est assez comparable au cerveau humain, c'est-à-dire des couches de neurones qui superposent et qui permettent ensuite un apprentissage multicouche et un apprentissage de plus en plus complexe des choses. Donc pour donner plus de précision sur un réseau de neurones, donc on va peut-être décrire l'image, cette architecture-là plus en détail. En fait, c'est l'architecture classique, le AlexNet, qui est l'un des premiers réseaux de neurones, qui est l'un des plus simples à comprendre. Et s'il est présenté, c'est parce que le SqueezeNet, qui va être présenté plus tard, et qui est vraiment le réseau de neurones que mon équipe a modélisé, se base sur ce réseau de neurones-là et le compresse. C'est pour ça que je vous le présente. En fait, vous avez dans l'architecture de ce réseau de neurones toutes les briques classiques qu'on vient juxtaposer. Donc vous avez une image d'entrée, ensuite une couche de convolution, qui est la couche principale du réseau de neurones, une couche qu'on appelle couche de pooling, on va voir ensuite plus en détail, et puis vous alternez une ou deux couches de convolution, couche de pooling, une ou deux couches de convolution, couche de pooling, et vous terminez par ce qu'on appelle les fully connected layers, qui sont en fait des couches où tous les neurones sont connectés entre eux. Dans cet exemple-là, il y en a 3, et puis ce n'est pas représenté. À la fin, il y a une fonction qui permet de donner une probabilité que l'image appartienne bien à une classe d'images données de la base. Donc voilà pour l'architecture. Donc c'est une couche de convolution, une couche de pooling, et puis des couches entièrement connectées. Rapidement aussi, sinon vous serez perdu. Vous avez ici 224, 224, c'est le nombre de pixels de l'image d'entrée. Donc ici, par exemple, on a une image de chat. Et en fait, cette image-là, bon, dans notre base de données, les chiffres ont changé, mais j'ai pris la thèse de référence, d'Hinton et Kretzky. Et en fait, notre image, elle fait 32 pixels x 32 pixels, donc les chiffres changent, mais vous avez en tout cas la hauteur et la largeur de l'image. Ensuite, vous avez toujours ici hauteur, largeur de l'image. Vous avez ici le nombre de filtres que vous appliquez. On appelle filtre, on peut aussi appeler carte de caractéristiques. Et puis voilà, et puis c'est toujours comme ça, hauteur, largeur de la carte de caractéristiques. Ensuite, la profondeur, nombre de cartes de caractéristiques, etc. Ce qu'il faut peut-être comprendre aussi, c'est que en fait, les réseaux de neurones ont été trouvés par analogie avec les réseaux de neurones biologiques. Et il y a eu des thèses, par exemple,
une thèse d'Ussel et Wiesel qui ont gagné le prix Nobel de médecine en 81, qui expliquait comment en fait le cortex visuel était structuré et comment en fait, par l'intermédiaire de filtres qui permettaient de filtrer certains motifs particuliers des images, il y avait une possibilité, à partir de filtres simples, de trouver des images et des patterns dans les images simples, et ensuite, par juxtaposition des filtres, de recréer une image plus complexe. Donc, c'est ce petit rectangle-là qui joue le rôle de filtre. Et en fait, on va l'expliquer plus en détail, mais en gros, les filtres ont des dimensions qui sont trouvées judicieusement. Ces filtres parcourent l'image. Les filtres, du coup, détectent certains motifs spécifiques de l'image. Il y a différents types de filtres qui détectent à chaque fois des motifs différents au niveau de l'image. Et pour finir, tous ces filtres-là sont superposés. On arrive à des images complexes. Et à la fin, l'image de chat, alors qu'on y voyait seulement des traits horizontaux, verticaux, des formes assez vagues, on arrive à une image beaucoup plus complexe où on voit apparaître un visage de chat, des oreilles de chat, des choses, voilà, des formes beaucoup plus complexes par superposition. Donc Yann Lequin disait que c'est l'un des directeurs en intelligence artificielle chez Facebook et qui est maintenant professeur au Collège de France. Il disait qu'en fait, le réseau de neurones, ce type de réseau de neurones artificiel était calqué sur la biologie, mais il prenait aussi en compte que le monde était compositionnel ou hiérarchique, et que du coup, en fait, un réseau de neurones pouvait apprendre ce qu'était une forêt. Il fallait, au fur et à mesure, qu'elle comprenne ce que c'était qu'une branche d'arbre, puis un arbre, et puis ensuite comprendre qu'un copier-coller de plein d'arbres, c'était ça la forêt. Donc voilà pour le fonctionnement vraiment global. Retenez en tout cas que l'architecture, c'est une couche de convolution, une ou plusieurs, une couche de pooling, et puis à la fin de l'AlexNet, Oui. Oui, alors la question, c'est qu'est-ce que le pooling donc c'est présenté beaucoup plus en détail dans les slides d'après. Là, c'est pour avoir une vision générique de l'architecture d'une architecture de réseau de neurones convolutifs classique. Donc voilà, justement, on va rentrer dans le fonctionnement. Donc, en entrée, vous avez une image. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, le 3 ici, c'est qu'une image est décomposée selon les différents channels. Donc, c'est le channel RVB. Donc, vous avez une image codée rouge, verte et bleue. Donc, voilà pourquoi le 3. Donc, voilà l'entrée. Et ensuite, ça va répondre à ta question. Donc, déjà, la couche de convolution, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, la couche de convolution, ce qu'il faut voir, c'est que on a en fait un neurone de la couche de convolution qui est lié avec un champ récepteur assez étroit de la couche précédente, si bien qu'en fait, les connexions entre le neurone de la couche I et les pixels de la couche I-1 sont... il y en a moins. Et ce qui fait qu'on gagne en temps de calcul et on peut se focaliser justement sur des motifs bas niveau parce qu'en fait, le filtre est un filtre qui a un champ récepteur plus limité que l'image au global. Donc au niveau du principe de fonctionnement de la convolution, en fait, la convolution, ça désigne cette action-là, l'action glisser, l'action du filtre qui glisse sur l'image. Et en fait, vous avez ce filtre qui a une certaine taille, et ce filtre, en fait, il va, au niveau mathématique, ça va correspondre à une matrice de la même taille du filtre, avec des 0 et des 1. Les 0, ça veut dire que finalement, on ne lit pas l'image, et les 1,
c'est les parties de l'image qui vont être lues. Donc vous comprenez bien que tous les 1, c'est les motifs qui seront lus sur l'image. Donc l'enjeu du réseau, c'est de bien configurer les filtres et les poids du réseau de manière à ce qu'ils puissent trouver les filtres qui permettent de révéler les patterns les plus adéquats pour la problématique de prédiction que vous avez. Voilà au niveau de la convolution, donc c'est l'action de glissement du filtre sur l'image. Ensuite, donc vous avez vu ce filtre, donc là justement le filtre c'est un filtre 3-3. Donc à chaque fois vous avez un neurone, c'est associé à un neurone de la couche suivante. Et donc en fait, en termes de vocabulaire, cette couche-là, c'est une carte de caractéristiques. Et vous avez ici, cette action-là est réalisée, et vous avez en fait 96 couches équivalentes, avec à chaque fois des fils différents qui permettent de visualiser à chaque fois des formes différentes, des formes horizontales, des formes verticales, etc. Voilà, vous avez une représentation justement plus adaptée aux bases de données CIFAR, une image d'entrée 32 x 32, un filtre 5 x 5, x 3 le nombre de couleurs, et puis le neurone de la couche suivante liée au champ récepteur. Voilà pour la convolution. Peut-être, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en termes d'apprentissage. Ce qui se passe pour le réseau, en fait, c'est qu'on a une image d'entrée. On va avoir toute une passe avant qui va faire qu'en fait, le réseau de neurones va calculer tous les poids jusqu'à arriver vers la sortie. Et en sortie, si on a une image de chat et qu'en sortie, on a une image de chien, ben en fait, il y a un calcul d'erreur qui est fait. Et en fait, on compare la sortie attendue et la sortie calculée. On a du coup l'erreur en sortie qui est donnée. Et ensuite, on va faire une passe arrière pour rétropropager l'erreur. Ça veut dire qu'en fait, on évalue la différence entre sortie effectivement prédite par le réseau et la sortie attendue. Et ensuite, on regarde dans quelle mesure les neurones de la couche précédente sont responsables de cette erreur-là, et on rétropropage l'erreur à toutes les couches pour ensuite revenir vers la couche d'entrée. Voilà, et ça, cette étape-là de passe en avant, passe arrière, c'est ce qu'on appelle un époque, vous pouvez le retrouver dans les codes, c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'avoir ce vocabulaire-là. Voilà, c'était un élément que j'avais pas dit. Oui. Alors, oui, alors la question c'est est-ce que je peux revenir sur le 96 ? Alors, voilà, en fait, donc vous avez une image d'entrée. Cette image-là, elle est parcourue par un filtre. Et c'est une question intéressante parce que c'est vrai que c'est un détail vraiment important. Cette image est parcourue par un filtre avec un certain pas. Et vous voyez que par exemple entre l'image d'entrée et l'image de sortie, vous avez une réduction de la taille de l'image. Et du coup, cette réduction de la taille de l'image, pour conserver quand même toutes les informations de la base de données, elle est compensée par un nombre de filtres qu'on choisit. Et là, justement, c'est ceux qui ont développé l'AlexNet qui ont réussi à configurer, à trouver un nombre judicieux de filtres. Et c'est compensé par une profondeur de filtre. Ça veut dire que le 96, en fait, c'est la profondeur de la couche de convolution qui correspond au nombre de filtres que vous avez dans la couche ou le nombre de cartes de caractéristiques. Oui. En fait, là, si on regarde l'image, en fait, la matrice en vert, c'est le filtre. Et là, j'arrive pas à savoir si c'est le premier chiffre de synthèse ou si c'est le deuxième chiffre qui représente le filtre. Et donc, en gros, on voit soit une croix, soit un triangle
Oui, c'est à peu près ça. Oui, la question, c'était de dire, oui, les filtres, bon, c'était une question assez longue. Il y a 96 patterns identifiés. En fait, il y a 96 filtres qui permettent justement de déceler 96 formes typiques. Et du coup, oui, ça revient à peu près au même. Oui, il y a 96 filtres qui permettent de détecter 96 types de formes. Et du coup, ensuite, on superpose toutes ces formes et on arrive à reconstruire une forme un peu plus complexe. Non, les 96, en fait, c'est des chiffres arbitraires qui se basent sur le fait que, en fait, compte tenu qu'on réduit l'image, en fait, l'image d'entrée, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est la carte de caractéristiques, ça correspond à une nouvelle image qui est plus petite. Et du coup, en fait, pour avoir une bonne prédiction en sortie, ce qui est constaté, c'est que quand on réduit les deux dimensions de l'image, il faut compenser par une augmentation de la profondeur de la couche concernée par la transformation. Et du coup, les 96, c'est le nombre d'images intermédiaires qu'on calcule par les filtres. Je ne sais pas si je suis clair. Et à chaque fois, sur la dimension 96, 256, 384, etc., à chaque fois, c'est le nombre de filtres. À chaque fois, c'est le nombre, oui, c'est le nombre de, oui. Ouais. Donc la question, c'était, oui, ces chiffres-là, à chaque fois, oui, c'est le nombre de filtres ou le nombre de cartes. En fait, le nombre de sous-couches qu'il y a dans une couche. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, comme le vocabulaire est en anglais, c'est vrai qu'en fait, c'est le nombre de layers qu'il y a. Donc, c'est vraiment le nombre de cartes qu'on a dans une couche donnée. Et en fait, à chaque fois, c'est pour ça que c'est aussi des réseaux profonds, c'est qu'en fait, vous remarquez, c'est que plus on avance dans le réseau, plus l'image diminue et plus on est obligé de compenser par une profondeur importante. Et donc, c'est pour ça que vous constatez qu'au fur et à mesure qu'on avance en profondeur dans le réseau, on a de plus en plus de filtres. Oui ? Alors, là-dessus, il y a une règle très très généraliste qui dit qu'en fait, on verra comment on les calcule, mais on peut calculer un nombre de paramètres par couche dans le réseau, et ce nombre de paramètres doit être à peu près équivalent d'une couche à l'autre. On va voir, on va calculer justement ça, mais c'est vrai que pour calculer le nombre de filtres qu'il faut par couche, c'est vraiment un tuning fin de l'algorithme. C'est vraiment par itération. Il y a cette règle générique, mais après, c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, par exemple, dans le modèle qui vous sera présenté après de SqueezeNet, il y a, en termes de manière de tuner l'algorithme, notre équipe, on a utilisé vraiment les recommandations classiques, mais on n'a pas fait un paramétrage où on change par exemple la dimension du filtre, on change la profondeur d'une couche, parce que c'est des éléments sur lesquels c'est dur d'émettre des hypothèses et d'avoir une certaine sensibilité sur comment est-ce qu'en jouant là-dessus on peut améliorer ou non la prédiction. C'est compliqué. Et d'ailleurs, par exemple, Geoffrey Hinton, c'est des hauts poches chez Google. Yann Lequin qui a fait justement une architecture, le net, c'est des hauts poches chez Facebook. Donc à chaque fois, essayer de modifier vraiment ces paramètres-là, c'est les choses les plus compliquées à réaliser. Donc, oui. Est-ce que dans le procédé, il y a un lien dans les compositions, est-ce qu'il y a un lien avec l'algorithme génétique? Les algorithmes génétiques. Non,
en ce sens, il n'y a pas de lien avec les algorithmes génétiques si on se dit que l'algorithme génétique repose sur l'examen d'une population initiale et ensuite, par croisement ou mutation d'une séquence d'un gène ou d'une caractéristique d'un individu, on arrive à régénérer des nouvelles générations et à prédire par ce biais-là. Ce n'est pas un algorithme évolutionnaire dans ce sens, c'est un algorithme profond qui permet d'améliorer la prédiction parce que justement on a un apprentissage successif à partir d'abord de formes simples et ensuite de formes complexes qui correspondent à la superposition de formes simples, mais ce n'est pas une évolution génétique dans le sens où il y a une évolution avec une production de nouvelles populations. Non, c'est différent. Ouais. Voilà, on va peut-être passer à la suite parce que c'est beaucoup plus long que prévu. Alors bon, on a vu la couche de convolution, la couche de pooling. Alors la couche de pooling, c'est un peu plus simple à comprendre. C'est simplement, on a notre image, les pixels, on va faire passer un filtre qui en fait prend dans le cadre d'une couche de max pooling, on a un filtre par exemple de 2 et on prend le maximum dans cette zone-ci. Donc on a 6. Même chose ici, on prend le maximum, 8. Voilà l'idée. Le max pooling, c'est en fait permettre de sous-échantillonner les données. Et en sous-échantillonnant, on réduit le nombre de paramètres, on améliore le temps de calcul, et puis on peut éviter le surapprentissage dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on va peut-être dérouler un peu plus vite parce que l'heure avance. Au niveau de l'AlexNet, cette architecture-là, elle a des caractéristiques spécifiques. En fait, par exemple, vous constatez que vous avez des couches de convolution qui sont ininterrompues, qui sont superposées immédiatement sans couche de pooling. Il y a d'autres spécificités, donc sans rentrer dans les détails, c'est juste pour montrer un élément. Il y a l'utilisation de dropout qui sont en fait au niveau des dernières couches intégralement connectées, où tous les neurones sont connectés. On a une possibilité d'éteindre certains neurones. Et donc en fait, dans le cadre de cette architecture, il y a une extinction à 50% des neurones, et si bien qu'en fait, ce que vous avez, c'est que vous faites une passe avant, vous avez un certain nombre de neurones éteints, vous faites une passe arrière, c'est les mêmes neurones éteints. Ensuite, vous refaites une nouvelle passe, et aléatoirement, vous avez différents neurones qui s'éteignent ou s'allument. Et donc, vous intégrez dans l'architecture une forme de variabilité, vous assurez ensuite plus de robustesse au niveau du modèle, et puis vous avez moins de neurones. Donc vous limitez le surapprentissage. On n'a pas trop le temps de revenir là-dessus. Il y a aussi d'autres techniques pour cette architecture où en fait le nombre d'images en entrée, on peut l'augmenter par rotation des images, on décale un peu les images, on fait des zooms, on change un peu la luminosité et on peut augmenter comme ça quelque part fictivement la base de données d'entrée, et ensuite, comme on a plus de données, on peut mieux apprendre, et puis ensuite limiter le surapprentissage. Donc, c'est des choses qui ont été réalisées avec, par ceux qui ont créé l'AlexNet. Voilà, c'était simplement pour avoir des exemples un peu plus précis. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça peut être des notions très très compliquées. Je n'ai pas parlé des fonctions d'activation. Pour justement avoir, au niveau des filtres, les 0 et les 1, il y a des fonctions d'activation spécifiques qui sont dans ce réseau-là les relus. Il y en a plein d'autres types. Après, il y a tout un tas de problématiques. Quand on rétropropage l'erreur, on peut avoir une extinction
du gradient des erreurs. On peut avoir une extinction, une explosion de ces gradients-là. Il y a beaucoup d'autres problématiques quand on vient les configurer, donc je ne rentre pas dans ces détails, mais juste pour avoir une idée d'éléments très spécifiques à l'AlexNet, je vous ai donné le dropout. Oui? Alors oui, au niveau de l'apprentissage, on a, avec CIFAR, justement, 50 000 images où on a les images et les labels. Oui. Et donc, on apprend sur cette base de données-là, l'apprentissage, et ensuite, on teste pour voir si le réseau a bien appris sur les images restantes, donc sur les 10 000 images de la base de données de test. Oui? Vous avez déjà vu des dropouts sur des couches de convolution? J'ai pas bien entendu? Vous avez déjà vu des dropouts sur les couches à convolution? Alors, les dropouts, ça serait possible. C'est vrai qu'en fait, le dropout, il est utilisé sur les couches intégralement connectées parce que c'est là où, justement, le temps de calcul est le plus long parce que tous les neurones étant connectés entre eux, si on en éteint certains, on casse des liaisons entre neurones et du coup, on accélère les phases de calcul. Donc, c'est possible, oui, de faire des dropouts ailleurs. Dès qu'il y a des neurones qui sont liés, on peut imaginer dans des... Oui. C'est vrai que moi, je n'ai pas vu sur les architectures classiques de type AlexNet, ResNet, GoogleNet, VGG, je n'ai pas vu d'extinction sur ces couches-là. Mais il y a de l'alpha dropout. Après, il faut vraiment prendre les thèses une par une. Je n'ai pas en mémoire, oui, si vous dites que c'est possible. Pardon? Ouais, après c'est normal d'éteindre des neurones là où il y en a le plus, donc sur les couches hyper connectées. Après, là où il y en a le moins, justement, le filtre fait en sorte que le champ récepteur est petit. Après, un neurone est lié à chaque pixel, mais c'est sur un petit champ récepteur. Donc on gagne en temps de calcul. Donc là, ça a peut-être moins de sens de le faire parce que déjà, on a déjà une forme d'optimisation du temps de calcul par un filtre de petite dimension. Mais bon, après, tout est possible, faut faire des cailleuls. On continue, donc voilà, au niveau des choses à optimiser. Donc ce que je disais, c'est qu'on va embrayer ensuite sur le modèle que mon équipe a proposé pour le challenge chez Lincoln. En fait, l'AlexNet, à la fin quand on calcule tous les paramètres à calculer, on a 62 millions de paramètres à calculer. Donc c'est colossal. Ça représente des temps de calcul qui peuvent être très importants. C'est une vingtaine d'heures avec un PC sur la base de données CIFAR avec 5 heures, pour vous donner une idée. Et donc en fait, voilà, je vais vous montrer rapidement ce qu'on va optimiser et comment on calcule les paramètres. Donc en fait, vous avez l'image d'entrée. Pour calculer ces 55, en fait, vous avez 224. Bon, il y a une technique qui consiste à cette image de lui rajouter une bordure de 0, de rajouter plusieurs bordures de 0. Donc on arrive à 227 dans la publication. C'est ce qu'on appelle les techniques de padding. Ensuite, on soustrait le pas d'avancement du filtre. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'exemple que vous avez vu, le filtre parcourait par incrément de 1. Donc, le pas dans la publication, c'est 4. Donc, ça fait 227 moins 4. Et non, pardon. 227 moins 11, la taille du filtre. On divise par le pas qui est 4 et on arrive à 55. On rajoute... on rajoute des biais, mais on arrive à 55. Et pour calculer le nombre de paramètres, c'est en fait 11 fois 11 la taille du filtre, multiplié par 3 parce qu'il y a 3 couches en entrée, multiplié par le nombre de couches dans cette partie-là, et on arrive à 35 000 paramètres pour la première couche.
On continue le raisonnement. Donc là, c'est 5 x 5 fois 96 fois 256. On arrive à 215 000 paramètres à calculer. On continue. 216 fois 5 x 5 fois 384, on arrive à ça. Et vous voyez en fait qu'il y a à peu près quand même le même nombre de paramètres à calculer par couche. C'était ça l'idée de jouer sur la profondeur, sauf à la fin où ça explose, avec les couches entièrement connectées. Donc je vous ai mis la formule. Voilà, en gros, on a 62 millions de paramètres à calculer. Et l'idée du modèle qui va être présenté après, c'est de compresser ce réseau-là et d'avoir beaucoup moins de paramètres. Donc juste pour faire un zoom sur quand vous voudrez coder, c'est vrai que je pense que vous avez au moins les notions conceptuelles. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend ces lignes de code-là que vous pouvez trouver sur Python en allant dans les bibliothèques de type TensorFlow, Keras, je vous conseille ces deux librairies-là. Donc en fait, vous avez un modèle, vous dites que vous voulez un modèle séquentiel, et ensuite vous déroulez, donc conv2, une convolution, 32 c'est la taille de l'image, 3 x 3 c'est la taille du filtre, l'activation justement c'est ce dont je parlais, c'est la fonction d'activation qui est comment on détermine le seuil pour avoir dans les fils des 0 et des 1, ça veut dire qu'on voit le motif ou non. Padding, c'est ce que je disais, on complète une image par des zéros autour. Et puis ensuite, input sharp, c'est l'image d'entrée. Donc là, en l'occurrence, c'était 150 x 150 pixels, x 3, c'était les channels de couleurs. Et puis ensuite, donc voilà, max pooling, la taille du filtre, comme dans l'exemple, 2 pixels x 2 pixels. Et puis, on continue. Donc, voilà, c'était pour vous montrer, en termes de code, je pense que maintenant, vous avez les notions génériques pour comprendre. Vous pouvez prendre, par exemple, Cifardis. Il y a d'autres choses, des bases MNIST, par exemple, qui est une base de données avec des chiffres de 0 à 9. Vous pouvez vous entraîner, prendre l'architecture AlexNet et le faire tourner. Vous avez en tout cas tous les blocs de l'architecture pour ensuite comprendre la prédiction d'un modèle de réseau de neurones profond. Voilà, on arrive... bon, je vais passer ça. Je vais passer pourquoi on a utilisé ce modèle-là pour avancer davantage. Donc, le modèle qui a été mis en œuvre par l'équipe, c'est un modèle de réseau de neurones compressé. Donc l'idée, c'est d'avoir moins de paramètres à calculer et du coup de gagner en temps de calcul. Il y a différents avantages principaux à compresser des modèles. C'est que même si le modèle tourne pas sur un Pentium 75 par exemple, on peut mettre un modèle de réseau de neurones compressé sur un téléphone portable, par exemple, puissant, et faire ensuite de la reconnaissance d'image via un appareil très limité en capacité de mémoire. C'est ça l'avantage. Par exemple, Tesla bosse via cet algorithme-là et des générations plus poussées pour conduire de manière autonome ces voitures. Donc c'est tout l'avantage, c'est minimiser le temps de calcul, du réseau et ensuite de permettre un apprentissage plus rapide et sur des appareils très limités en mémoire. Donc les slides qui suivent, c'est pour montrer au niveau du SqueezeNet d'abord l'architecture globale du réseau et puis ensuite voir quelles astuces mathématiques ont permis la compression. On ne va pas s'apesantir trop sur les détails, mais en fait, le SqueezeNet reprend l'architecture d'AlexNet, à savoir convolution, pooling, convolution. On n'a pas les couches intégralement connectées. On a la fonction à la fin softmax, donc même architecture, une architecture linéaire. Et puis par contre, les caractéristiques importantes, c'est des fire modules. On va voir
ce que ça permet, mais les Fire modules, c'est vraiment le module qui permet la compression, et ensuite une réutilisation de toutes les astuces mathématiques qui étaient utilisées dans l'AlexNet, l'utilisation du zero padding dans certains cas, même fonction d'activation, le dropout à 50%, et puis on peut imaginer d'autres choses. Bon, là j'ai sauté la slide, mais en fait il y a d'autres architectures qui mixent une architecture complètement en série avec des architectures parallèles. Donc on peut imaginer des bypass, ça veut dire qu'en fait on viendrait bypasser un des modules. Bon, il y a beaucoup de variantes sur ce modèle-là, mais en tout cas le principe de l'architecture est tel que sur l'image. Pour la microarchitecture, c'est-à-dire le Fire module, c'est en fait vraiment ce module-là qui permet la compression. J'ai bientôt fini. C'est vraiment ce module-là qui permet la compression. Il y a deux couches. Une couche squeeze layer, qui est la couche qui permet... squeeze, c'est vraiment l'étranglement. Ça veut dire qu'en fait, l'astuce, c'est ça. On met des filtres 1 x 1. Ça veut dire que finalement... 1 x 1, ça fait 1, ça veut dire qu'on ne multiplie pas par un nombre de paramètres. Vous avez vu dans les modalités de calcul, quand on avait un filtre 11 x 11 après une profondeur au niveau de la couche de 96, ben on faisait 11 x 11 x 96 fois la profondeur de la couche suivante. C'est-à-dire que si maintenant on remplace les 11 x 11 par 1 x 1, ben en fait on économise beaucoup, on diminue beaucoup le nombre de paramètres. Donc c'est ça l'astuce, c'est un goulot d'étranglement, c'est la squeeze layer, et ensuite l'utilisation d'une couche d'expansion, l'expand layer, qui est constituée à la fois de couches de filtres 1 x 1 et de filtres 3 x 3. Donc là, il y a des astuces, il y a pas mal d'astuces mathématiques que vous avez trouvées, notamment des métaparamètres à régler pour améliorer la compression, qui sont en fait... on a un taux de compression qui est géré par la proportion de filtres 3 x 3 par rapport à la proportion de filtres 1 x 1. Ça permet la compression. On a aussi le nombre de filtres dans la couche d'étranglement qui doit être inférieur au nombre de fils dans la couche d'expansion pour gagner encore en compression. Donc il y a des astuces de ce type qui permettent la compression, et au final on arrive à compresser le réseau x 50. Ça veut dire que par exemple l'AlexNet c'était 240 mégabits à stocker en mémoire. On arrive avec ça à ensuite 47 mégabits en termes de compression, donc c'est vraiment important. Et pour une précision de bien classé qui est équivalente. Donc voilà pour les résultats, c'était simplement pour vous le mettre et réillustrer. Donc le taux de compression, donc voilà, quand on joue sur la proportion, donc ici c'est la proportion de filtres 3 x 3, on arrive à augmenter le taux de bien classé, et puis en jouant aussi sur la proportion entre le nombre de filtres dans le squeeze layer par rapport au nombre de fils dans l'expand layer, on arrive également à améliorer le taux de bien classé. Voilà, donc après c'est simplement pour montrer les résultats. Avec le réseau de neurones compressé, le temps de calcul, alors bon, là il y a beaucoup de choses, c'est vraiment très générique, mais il faut prendre en compte la carte graphique, le nombre de cœurs de la machine, etc. Mais en tout cas, on arrivait à 3 heures de calcul avec une précision, ça a été amélioré d'ailleurs, à la fin on arrivait à une précision de 82% pour 3 heures de calcul, versus en gros plutôt 15 heures de calcul avec un AlexNet, et pour une précision un petit peu moins, mais quand même équivalente. Donc voilà, j'ai fini pour la présentation. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions.
sais pas si vous avez des questions. C'était, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si c'était trop technique, si c'était clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup de notions. Je pense qu'au niveau des principes de fonctionnement, vous avez un petit peu toutes les briques pour pouvoir comprendre à partir de tests comment on fait un réseau de neurones. Après, il y a tellement d'éléments à comprendre qu'on n'a pas pu aller dans les détails. Où est-ce qu'on peut trouver Squeeze? Il y a ses librairies, Alors, oui, alors, par exemple, je montrais un bout de code. Oui, pour rappeler la question, c'est où on peut trouver le SqueezeNet. Donc déjà, il y a une publication, si on tape par exemple sur Internet SqueezeNet, il y a la publication avec vraiment les éléments aussi qui ont été montrés dans cette présentation-là. Et ensuite, il y a des modèles, par exemple, sur Keras, TensorFlow, où on a directement toutes les séquences avec le squid codé. Alors, il y avait quand même au niveau des Fire modules des choses où il faut reconcaténer. Par exemple, il faut faire des filtres de 2, des filtres 3-3 et les concaténer pour faire l'expand layer avec Keras, il me semble. Mais en gros, il y a quand même toutes les briques pour permettre de faire l'algo. Après, sur Torch, il y a là, par exemple, c'était une reprise de Torch, il y a tout l'algorithme et tout le script Python. C'était Oui. test and learn ou vous êtes parti d'un white paper sur les Fire modules que j'utilisais avant? Ah oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a eu un design vraiment spécifique ou est-ce que ça existait? En fait, au niveau de ce challenge-là en interne, l'idée, c'était d'exploiter l'existant. Et ensuite, il y avait un certain nombre de critères d'évaluation pour gagner le challenge. Mais en fait, c'était vraiment réutiliser l'existant et puis proposer un modèle innovant. Mais il n'y a aucune innovation sur les réseaux de neurones en eux-mêmes. Hein, parce que c'est vraiment un travail de chercheur. Par exemple, Yann Lequin, il bosse depuis 1980. Il a été nommé au Collège de France il y a 2 ou 3 ans, donc c'est vraiment entre 25 et 30 ans de recherche spécifique sur les réseaux de neurones, donc ce n'est pas quelques data scientists en quelques mois qui vont innover là-dessus. Donc nous, on avait vraiment, notre démarche, c'était vraiment, compte tenu des critères d'évaluation du challenge, de proposer un modèle innovant, un peu fun, c'est pour ça qu'on a choisi le SqueezeNet, et puis qui permettait de s'approprier vraiment tous les blocs caractéristiques d'un réseau de neurones. Vous avez de la data augmentation ou pas? Oui, alors la question, est-ce qu'on a fait de la data augmentation? En fait, oui, il y a eu justement, parce que l'AlexNet utilisait ça, oui, il y a eu de la translation d'images, décalage d'images, des zooms d'images, changement de l'intensité lumineuse pour des images, de la rotation. Donc oui. J'ai plus les chiffres en tête, mais ouais, je sais plus, mais ouais, je sais plus exactement. Mais en tout cas. C'est-à-dire sur le SqueezeNet et sur la référence? Alors, ouais, en fait, oui, la question c'est. En fait, la question, c'est est-ce qu'on a fait de la data augmentation sur l'AlexNet et sur le SqueezeNet? En fait, pour répondre à cette question-là, le seul modèle qui a été développé, ça a été le SqueezeNet. Mais si l'AlexNet a été présenté, c'était plus pour vous, pour comprendre le fonctionnement d'un réseau de neurones, sachant que le SqueezeNet, c'était une compression de l'AlexNet. Donc c'est pour ça que ça a été présenté. Mais après, l'AlexNet n'a pas été du tout codé durant le challenge. Il y a vrai. Oui, alors. Oui, d'accord, oui. Oui, la question, c'est aussi comment les taux de bien classés ont été calculés, sachant qu'on n'a pas réalisé l'AlexNet. En fait, c'est ça aussi, en fait, CIFAR 10, CIFAR 100, même ImageNet, c'est des cagueuls qui ont été organisés de longue date, justement, qui ont donné lieu à ces architectures-là. Et du coup, il y avait déjà un taux de bien classé selon les bases de données, notamment CIFAR 10, et c'est pour ça qu'on avait une idée
des taux de biens classés qu'on devait attendre. Mais en fait, le taux de biens classés calculé a été réalisé sur le SqueezeNet, uniquement. Oui, alors la question c'est est-ce qu'on peut prendre un réseau de neurones, une architecture déjà conçue, programmée, avec le nombre de filtres fixés, un ensemble de paramètres déjà configurés, et le réappliquer directement à une base de données quelconque, entre guillemets. En fait, l'utilisation de SqueezeNet, il y a eu déjà un premier travail, on a cherché dans l'état de l'art comment justement on passait, par exemple, AlexNet montrait une image d'entrée 424 x 424 pixels. Donc, comment on avait déjà pour le SqueezeNet, en image d'entrée, 32 x 32. Et là-dessus, il y avait un existant qui nous a permis justement de prendre le SqueezeNet, et parce que le format de l'image d'entrée correspondait aussi au SqueezeNet déjà trouvé dans des publications, on pouvait réutiliser l'algorithme sans avoir à tuner l'intégralité des paramètres. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quel réseau, parce que oui, il y a des contraintes en termes de nombre de pixels d'image d'entrée, en termes aussi de pattern attendu en sortie. Ouais, on peut pas non. Ouais. Alors, ouais, la question c'est est-ce que c'est difficile de faire un réseau qui peut s'adapter aux différentes images d'entrée? En termes de prédiction et d'optimisation de la prédiction, c'est vrai que c'est tout un savoir-faire. C'est là-dessus où, au niveau de ce challenge-là, il y avait vraiment une base de données qui était connue avec des images d'entrée avec des tailles connues. Sinon, oui, après, c'est vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très long parce que, par exemple, là, j'évoque pas tous les paramètres qu'il y a à régler, mais par exemple, quand on rétropropage l'erreur, il y a des mécanismes de descente de gradient, où la descente de gradient, on doit trouver du coup, dans une fonction mathématique, le minimum, et le minimum, on peut trouver des minimums locaux, et être piégé par des minimums locaux, et ce n'est pas un minimum global. Donc en fait, il y a tout un tas de stratégies où on a, en fait, ne serait-ce que pour la descente de gradient, des optimiseurs qui permettent de faire... c'est AdaGrad, c'est RMSprop, il y a plein de stratégies qui permettent justement d'être sûr d'abord de converger vers un minimum, et puis ensuite d'assurer que le minimum soit, qu'on ait une plus grande chance d'avoir un minimum global et pas un minimum local. Il y a par exemple le learning rate, qui est la vitesse d'apprentissage, qui est un paramètre important, parce que ça nous permet aussi d'avoir une convergence de l'algorithme. Il y a les fonctions d'activation, il y a le choix du nombre de filtres dans une couche donnée, il y a beaucoup d'éléments. Donc après, c'est des travaux de chercheurs spécialisés en deep learning, et là, faut être hyper calé. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, j'entends pas. L'objectif de ce c'est faire de la classification d'images. Oui. Combien d'images par seconde vous allez réussir à classifier? Est-ce que vous pouvez l'appliquer pour le temps réel, par exemple, à une vidéo?
Ouais, après, ça dépend de la puissance de calcul. Je saurais pas répondre. Ouais, je saurais pas répondre. Faudrait vraiment ouais, potasser des thèses. La... Une fois que le modèle est appris, la classification est instantanée, une fois que tu apprends pas des du passé. Oui, après, c'est vrai que par exemple pour la reconnaissance de, par exemple pour des algorithmes de reconnaissance de piétons, c'est vrai qu'une fois qu'on a appris les formes de piétons, on peut reconnaître la forme comme ça. Mais après oui, ouais, ouais, non, je ne saurais pas exactement répondre à cette question-là. Mais oui, on peut. En fait, la prédiction, c'est pas ça qui prend du temps. C'est l'apprentissage. C'est vraiment l'apprentissage de l'algorithme, le fait de calculer les poids, c'est ça qui prend du temps pour la tâche de classification qu'on demande. C'est-à-dire que par exemple, là, on arrive à 80% de bien classés, même plus, et sur certaines choses, avec d'autres architectures, on arrive à 97% de bien classés. En fait, c'est pour cette base de données-là. Mais ensuite, pour reconnaître des formes différentes, faut réapprendre, ouais. Non. Alors, est-ce que l'algorithme a été testé sur d'autres objets, sur d'autres types d'images que les 10 classes de la base d'apprentissage? Non. Ça pourrait être intéressant dans le sens où on pourrait voir dans quelle mesure certains patterns, par exemple de chats, permettent de reconnaître des félins ou des choses comme ça. Ça n'a pas été testé. Après, pour le coup, il y a toute une discipline de transfer learning, justement, en considérant que le monde est hiérarchique ou compositionnel. Du coup, on prend un réseau de neurones, on prend les poids calculés par un réseau compte tenu d'une base de données d'images en entrée, et ensuite on réapplique ces poids avec une base qui ressemble avec des images un petit peu différentes, et on voit dans quelle mesure on a les mêmes prédictions, dans quelle mesure on peut utiliser ces poids pour prédire des images qui ressemblent. Mais c'est toute une discipline. Pour le coup, oui, c'est toute une discipline qui permet de gagner en temps de calcul. Ouais, c'est un autre versant de gagner du temps de calcul. On peut soit faire du transfer learning, soit utiliser des réseaux compressés de ce type. Ouais, c'est intéressant comme question. Bon, il n'y a plus de questions. Alors, bon, en tout cas, merci à vous pour le temps consacré.